7 décennies après la découverte des manuscrits de la mer Morte, environ 80 nouveaux fragments de textes anciens ont été révélés au public. Ils ont dit que certains parchemins avaient été perdus avec le temps, mais que se passerait-il si l'IA trouvait simplement ce qui n'était pas destiné à être lu ? En 2021, les archéologues ont tout risqué pour atteindre une grotte scellée depuis 60 ans. Amir de la Grotte, tu m'entends, je t'entends. Venez vite, nous avons découvert des choses étonnantes. Vraiment, qu'as-tu trouvé ? Ce qu'ils ont découvert n'était pas seulement des écritures. C'était une histoire volontairement enterrée, écrite en grec, annotée en hébreu, cachée pour une raison. Puis les machines sont intervenues, elles ont comblé les blancs, décodé le silence. Qu'est-ce qu'ils ont révélé ? Vous n'êtes pas prêts ? L'IA vient de déchiffrer les manuscrits de la mer Morte et c'est pire que ce que nous pensions. 15 colonnes de textes en grec ancien vues pour la première fois depuis près de 2000 ans. Le silence a été remplacé par quelque chose de plus fort. Et pour ceux qui s'accrochent à de vieilles certitudes, les choses sont sur le point de devenir inconfortables. Zacharie écrit sur ce qui va arriver depuis la reconstruction du temple et de Jérusalem jusqu'à l'arrivée d'un roi messianique. La descente dans la grotte de l'horreur. Lorsque les archéologues se sont rendus dans une grotte de Judée en 2020, ils ne cherchaient pas seulement des os ou des poteries. Ils recherchaient quelque chose de plus profond, quelque chose qui était enfoui sous la poussière et le temps depuis plus de 60 ans. Ce qu'ils ont découvert n'était que le début. Le véritable choc viendra plus tard lorsque l'intelligence artificielle interviendra pour reconstituer les choses. Nous y reviendrons. Mais d'abord, regardons où tout a commencé. Pour accéder à la grotte, les chercheurs ont dû descendre en rappel directement sur une chute abrupte de 80 mètres depuis le bord de la falaise. Ce n'était pas seulement risqué, c'était physiquement exigeant. Mais pour Oren Abelman et son équipe de l'autorité israélienne des Antiquités, l'effort en valait la peine. Cachés au plus profond de ces rochers se trouvaient des fragments de textes anciens, et pas n'importe quel texte. Il s'agissait de morceaux des manuscrits de la mer Morte, de petits débris fragiles qui avaient survécu à des siècles de chaleur, de pourriture et de silence. Abelman a admis que ce qu'ils ont trouvé n'était pas de grande taille. Ce sont de minuscules restes, dit-il. Mais même les restes peuvent en dire long lorsqu'ils sont placés dans le bon ordre. L'équipe a réussi à en réassembler certains comme un puzzle. Lentement, des phrases et des significations ont commencé à reprendre vie, offrant une idée approximative de ce qui était autrefois. La grotte où tout cela s'est produit est officiellement connue sous le nom de grotte 8e, mais la plupart l'appellent autrement. La grotte de l'horreur, ce nom n'a pas été choisi au hasard, cela vient de ce qui a été trouvé à l'intérieur. Dans les années 1950 et 1960, des explorateurs comme le professeur Yigal Yadin et le professeur Yohanan Aharoni avaient déjà étudié le site. Même les bédouins locaux de la région du Negev s'y étaient intéressés. Leur découverte dresse un tableau obsédant. Vers 135 de notre ère, lors de la chute de la révolte de Bar Kokhba, un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants juifs avait cherché refuge dans la grotte. Au total, environ 40 personnes. Les forces romaines encerclèrent rapidement la zone et campèrent juste au-dessus de la falaise. Sans issue, les personnes à l'intérieur étaient confrontées à un choix impossible. Ils ont refusé d'abandonner. Un par un, ils sont morts, piégés, assoiffés et oubliés. Leurs squelettes sont restés là où ils sont tombés. C'est avant tout la raison pour laquelle la grotte mérite son sinistre nom. Maintenant, revenons rapidement au présent. Ces nouveaux fragments ont été extraits de la même grotte. Et grâce aux outils modernes, les chercheurs ont pu les examiner de plus près que jamais. Mais ce n'est plus seulement l'œil humain qui les étudie. L'IA est entrée en scène. Et ce que cela commence à révéler pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur ces textes anciens. Laissez-moi vous guider à travers cela. Les parchemins qui ont survécu, trouver quelque chose de nouveau dans la grotte de l'horreur semblait improbable après tant d'années, mais parfois ce sont les plus petites choses cachées à la vue de tous qui changent tout. Et cette fois, ce qui ne ressemblait qu'à une tache dans la poussière s'est avéré bien plus important. Plus de 60 ans après que les professeurs Yigal Yadin et Yohanan Aharoni aient exploré la grotte, les chercheurs y sont retournés avec de meilleurs outils et des yeux plus perçants. Les conditions sèches, abritées et isolées de la grotte avaient permis de préserver tout ce qui était piégé à l'intérieur. Mais même avec cela, l'environnement n'était pas facile à travailler. La faible lumière et les épaisses couches de poussière rendaient difficile la détection de quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. L'un des archéobotanistes de l'équipe a remarqué quelque chose de légère, marque sur un groupe de minuscules fragments. Rien chez eux ne se démarquait au début.
Mais après un examen plus approfondi, ces petits morceaux poussiéreux ont révélé des traces d'encre, signes de lettrage qui ont conduit à une découverte importante. Ils faisaient partie d'un ancien parchemin. C'était un indice subtil qui aurait pu passer inaperçu. Mais cela a suscité une nouvelle vague d'enthousiasme. Dans des climats plus humides, ces fragments se seraient décomposés au point de devenir méconnaissables. Mais dans cette grotte désertique, ils sont restés enfouis et intacts pendant près de 2000 ans. L'histoire des manuscrits de la mer Morte remonte aux années 1940, époque à laquelle les premiers fragments ont été découverts. La plupart de ces manuscrits étaient liés à une communauté vivant à Qumran. De nombreux érudits pensent que ce groupe s'appelait les Esséniens. C'était une secte juive avec ses propres croyances et écrits. Cependant, ce point de vue est encore débattu. Ce qui a fait des manuscrits originaux de la mer Morte une découverte si importante, c'est leur contenu. Il ne s'agissait pas de simples copies de textes religieux connus. Ils comprenaient les plus anciens manuscrits bibliques jamais découverts. À cela s'ajoutaient également des écrits juifs perdus au fil du temps. Ces écrits ont ouvert une fenêtre plus claire sur les croyances et les discussions qui façonnaient la vie juive à l'époque. Ils ont également donné des indices sur la façon dont le christianisme primitif a pris forme dans ce même monde. Mais maintenant, il y a autre chose en jeu. L'intelligence artificielle est utilisée pour analyser ces fragments comme aucun humain ne le pourrait jamais. Et qu'est-ce que cela révèle? Appuyez sur ce bouton. J'aime pourrait bien vous amener un peu plus loin dans ce voyage mystérieux. L'enfant, le panier et les parchemins. Cachés sous la terre sèche et la poussière du temps, la grotte commença lentement à révéler des parties d'un monde disparu depuis longtemps. À côté des fragments de parchemin, les archéologues ont découvert quelque chose de profondément personnel. Près de l'entrée de la grotte, juste sous deux pierres plates, ils ont découvert les restes momifiés d'un enfant. Estimé entre 6 et 12 ans, le corps de l'enfant a été soigneusement placé en position fétale, la tête et le torse enveloppés dans un tissu, les pieds restaient exposés. Dans ses mains se trouvait un autre morceau de tissu. La façon dont l'enfant avait été enterré suggérait que quelqu'un l'avait enterré avec soin. Des tests ont ensuite confirmé que les restes avaient environ 6000 ans. Cette découverte était remarquable non seulement par son âge, mais aussi par son état de conservation. L'air sec à l'intérieur de la grotte a gardé le corps intact et figé dans le temps. Les chercheurs pensent que le climat et les techniques d'inhumation ont joué un rôle dans la durée de l'objet au fil des siècles. Le petit corps enveloppé et reposant juste sous la terre ressemblait à un message d'une autre époque. Ce n'est pas tout ce que l'équipe a trouvé. Plus profondément dans la grotte, ils trouvèrent un grand panier tressé. Son état était quasiment irréprochable. Tissé étroitement avec une forme conçue pour le stockage, le panier avait un volume estimé à environ 100 litres. Des analyses ultérieures l'ont daté de la période néolithique. En fait, il s'est avéré qu'il s'agissait du plus ancien panier connu jamais découvert puisqu'il remontait à près de 9000 ans. Oren Abelman a expliqué que de telles découvertes ont donné aux chercheurs une nouvelle perspective sur le développement humain précoce. Le panier provient d'une époque connue sous le nom de prépoterie néolithique B, une période précédant le développement de la céramique. C'était une époque où les communautés du Proche-Orient s'éloignaient lentement de la chasse et de la cueillette. Ils avaient commencé à former les premiers villages agricoles. Ce fut un moment clé dans l'histoire de l'humanité. Les gens commençaient à s'installer, à cultiver des cultures et à construire des maisons permanentes. Le panier n'était pas seulement un objet pour contenir des choses, cela représentait un mode de vie qui prenait forme. La grotte avait offert bien plus que des parchemins et de vieux ossements. Cela a donné aux chercheurs un aperçu rare de la façon dont les peuples anciens vivaient, prenaient soin de leurs petits et conservaient leur nourriture. Chaque objet ajoutait quelque chose de nouveau à l'image. Écho des prophètes. Tout ce qui survit au passé ne se présente pas sous sa forme complète. Parfois, il arrive en morceaux petits et usés, mais suffisamment puissants pour porter un sens. Ce fut le cas des fragments de parchemin trouvés lors des fouilles. Même s'ils n'étaient que partiels, les chercheurs ont réussi à en rassembler certains. Au total, environ 80 morceaux de parchemin ont été récupérés. Après les avoir analysés de près, l'équipe les a reliés à ce que l'on appelle le parchemin des 12, également appelé parchemin des prophètes mineurs.
Des parties de ce même parchemin étaient déjà apparues auparavant. Au début des années 1950, des bédouins locaux de la région de Nahal Ever sont tombés par hasard sur des pièces similaires et les ont ensuite vendues à Jérusalem. Ce qui ressortait de ces fragments récents n'était pas seulement leur âge ou leur état, c'était la langue dans laquelle elles étaient écrites. Comme les découvertes antérieures, ces nouvelles pièces ont été écrites en grec et non en hébreu. Selon le chercheur Oren Abelman, cela était inhabituel. La plupart des textes bibliques découverts dans le désert de Judée sont en hébreu ou en araméen. Les rouleaux grecs, surtout de ce genre, sont rares dans cette région. L'écriture elle-même a été réalisée par 2 scribes différents, chacun avec une main légèrement différente. Le contenu ne correspondait pas à la Septante traditionnelle, qui est la traduction grecque la plus connue de la Bible hébraïque. Mais Abelman a expliqué que le parchemin est toujours lié. Il semble qu'il s'agisse d'une refonte ou d'une variante de la Septante, ce qui suggère que les communautés qui utilisaient ces rouleaux avaient leur propre manière de préserver et d'interpréter les Écritures. La texture du parchemin correspondait à celle de pièces antérieures trouvées dans la même région. Cette cohérence a permis de confirmer que les fragments faisaient partie du même parchemin que ceux découverts il y a des décennies. Quant au contenu, il provient des 12 livres prophétiques qui apparaissent à la fois dans la Bible juive et dans l'Ancien Testament chrétien. Les chercheurs ont pu distinguer environ 11 lignes de texte à partir des fragments nouvellement reconstitués. Parmi eux se trouvaient des passages du livre de Nahum, cette section particulière parlait du jugement et de la puissance divine décrivant un monde tremblant sous le poids de la colère de Dieu. Une autre partie du rouleau citait le livre de Zacharie. Cette partie était centrée sur les valeurs morales et la reconstruction de la communauté après l'exil babylonien. Il exhorte les gens à être honnêtes et justes dans leur jugement et à éviter les pensées nuisibles ou les faux serments. Même si les fragments sont petits, ce qu'ils contiennent est incroyablement précieux. Ils donnent un aperçu direct de la manière dont les textes anciens étaient lus, réécrits et partagés. Chaque mot qui a survécu aide les chercheurs à retracer la façon dont les écrits sacrés ont évolué à travers le temps et la culture. Et dans ces morceaux de parchemin longtemps enfouis et presque oubliés, nous trouvons un lien avec les voix qui les lisaient et les transmettaient autrefois. Ligne par ligne, défilement par défilement, yeux numériques sur encre ancienne. Que se passe-t-il lorsque vous prenez quelque chose d'ancien et utilisez des outils modernes pour lui redonner vie? C'est exactement ce que les chercheurs ont dû découvrir lorsqu'ils ont été confrontés aux fragments fragiles et brisés trouvés dans la grotte de l'horreur. Les fragments n'étaient pas impressionnants à première vue, la plupart étaient petits, certains à peine de la taille d'un ongle. Ils avaient été écrasés, assombris et affaiblis par près de 2000 ans d'exposition et de dégradation. Et avec autant de pièces éparpillées et endommagées, comment commencer à donner un sens à tout cela? Les méthodes traditionnelles avaient leurs limites et risquaient de causer davantage de dommages lors de l'analyse. L'équipe a donc dû penser différemment. Cette fois, ils se sont tournés vers l'intelligence artificielle. Ils ne recherchaient pas des secrets perdus, ni des codes mystérieux. Leur objectif était simple. Ils voulaient récupérer autant que possible le texte original et cela devait se faire sans détruire le peu qui restait. Tout d'abord, ils ont scanné chaque pièce sous différents types de lumière, notamment visibles infrarouges et ultraviolettes. Cela a permis de faire ressortir de légères marques. Ces marques auraient été impossibles à voir à l'œil nu. Puis vint la partie délicate. Ils ont utilisé une sorte de logiciel appelé reconnaissance optique de caractères, ou OCR, mais pas celui utilisé pour numériser des documents modernes. Ce système avait été formé pour lire les écritures anciennes. Il pouvait détecter des caractères grecs fanés ou des premiers caractères hébreux qui avaient presque disparu. Chaque lettre a été lentement remise au point, un trait à la fois. Mais la numérisation et la lecture n'étaient qu'un début. Une fois numérisés, les fragments ont été analysés via un système d'apprentissage profond. Cette intelligence artificielle avait déjà été entraînée à l'aide de vastes collections de manuscrits, de parchemins et d'inscriptions anciens. Il ne se contentait pas de reconnaître les mots, il a commencé à reconnaître des motifs, des styles d'écriture manuscrite, des dispositions de défilement et même des types d'encre qui se répétaient sur certains fragments. Alors qu'on révélait toutes ces données, pas une prophétie,
mais des gens. L'IA a commencé à remarquer que certains parchemins provenaient du même endroit. Ils partageaient une écriture manuscrite, des styles de couture et des textures de papyrus similaires. Cela indiquait des ateliers de scribes organisés où les parchemins étaient soigneusement fabriqués et copiés. Même dans les communautés éloignées et isolées, il y avait une structure et une planification. Et ce que les yeux humains ont manqué, l'intelligence artificielle l'a capturé. Ce que l'encre a révélé. Sous le texte ancien, les rouleaux avaient quelque chose de plus personnel à révéler, alors que les analyses et les données affluaient, quelque chose d'inhabituel a attiré l'attention des chercheurs. Au début, ce n'était que de petits détails inédits. Mais lorsque l'IA a commencé à examiner les parchemins de plus près, elle a détecté quelque chose d'humain, de personnel. Comment cela pourrait-il être possible? Était-ce vraiment voir au-delà des lettres? L'imagerie multispectrale et l'apprentissage automatique se sont déjà révélés utiles pour restaurer des textes fanés, mais désormais les paléographes voyaient tout autre chose. Les algorithmes ne se contentaient pas de reconnaître des mots, ils détectaient des schémas de mouvement de minuscules incohérences qui faisaient allusion à la personne derrière le stylo. Avez-vous déjà regardé l'écriture de quelqu'un et réalisé qu'il était nerveux? Cette même idée s'applique ici. Chaque trait, aussi léger soit-il, racontait une partie de l'expérience du scribe. La façon dont une lettre penchait d'un côté ou la façon dont l'encre s'accumulait au milieu d'une ligne révélait des signes subtils. Pression, hésitation, rythme inégal. C'était comme suivre la main de quelqu'un à travers le temps. Chaque variation marquait l'empreinte digitale unique d'un scribe préservé à travers des siècles de décadence. Puis vint un fragment qui refusa de passer inaperçu. C'était une section du livre de Nahum. À première vue, cela semblait précipité, voire bâclé. Lettres irrégulières, encre mince. Certains personnages se sont affaissés tandis que d'autres ont avancé. Mais l'IA n'a pas interprété cela comme de la négligence. Au lieu de cela, il a remarqué des micro-tremblements dans les traits. Ce niveau de détail indiquait quelque chose de beaucoup plus profond. La personne qui écrit était-elle était-elle malade? Tremblant-il de peur ou de vieillesse? Aurait-il pu se cacher, se précipitant pour préserver les écritures avant qu'il ne soit trop tard? Soudain, les manuscrits sont devenus plus que des textes anciens, c'étaient des moments figés dans la survie. Pas seulement des documents religieux, mais des expressions brutes, faites par des mains qui avaient quelque chose à dire, alors que le monde autour d'elles s'effondrait. Personne ne sait exactement qui a écrit cette ligne, mais la pression de leurs doigts, les tremblements de leurs poignets, c'est toujours là. Et grâce à la technologie, nous l'avons enfin vu. À la recherche des parchemins, juste au moment où il semblait que les fragments avaient révélé tout ce qu'ils pouvaient, un nouveau niveau de compréhension a commencé à faire surface, et c'était celui qui reliait des points à travers la géographie, la langue et le temps. Comme mentionné précédemment, les chercheurs pensaient qu'un seul groupe, peut-être les Esséniens, était responsable des manuscrits. Mais cette théorie a commencé à se fissurer une fois que l'IA est intervenue. Avec l'accès à des outils puissants capables de détecter les plus petites différences dans la chimie de l'encre, la texture du parchemin et les modèles d'écriture manuscrite, une image plus vaste et plus complexe a commencé à se former. Les manuscrits ont été écrits non seulement en hébreu biblique et en araméen, mais aussi en grec et en paléo-hébreu. Ce dernier est généralement réservé aux noms sacrés. Cela n'était pas inhabituel en soi, mais lorsque ces fragments ont commencé à apparaître bien au-delà de Qumran, dans des grottes comme Wadi Morabat et la grotte de l'horreur, cela a soulevé de sérieuses questions. Pourquoi étaient-ils si dispersés? Étaient-ils tous liés à une seule communauté? C'est à ce moment-là que l'analyse basée sur l'IA a commencé à briser des hypothèses de longue date. Alors que les machines cartographiaient de subtiles variations linguistiques et les comparaient aux styles d'écriture régionaux connus, quelque chose d'inattendu est apparu. La cohérence dans la manière dont ces parchemins ont été préparés et copiés malgré leur diffusion très répandue suggère un système plus organisé que quiconque ne l'aurait imaginé. Certains fragments présentaient même des corrections volontaires, des lignes réancrées et des coutures cousues qui semblaient précipitées, comme si quelqu'un avait tenté de récupérer le peu qui restait pendant une crise. Qui faisait tout ça? Et pourquoi être si pressé? Ce qui ressemblait au début à l'œuvre d'une secte isolée apparaissait désormais comme le fruit des efforts de plusieurs groupes, peut-être de communautés dispersées à travers Jérusalem et la Galilée.
En fait, certaines des variantes textuelles trouvées dans les fragments les plus récents de la grotte de l'horreur n'existaient pas du tout dans la collection de Qumran. Ils correspondent aux lectures d'autres cercles juifs plus proches de la ville, à l'époque de l'occupation romaine. Était-ce le résultat de la peur survie ou une tentative désespérée de maintenir le savoir vivant? De nombreux érudits pensent désormais qu'il s'agissait d'un effort coordonné visant à protéger les textes sacrés de la perte à jamais. Ils pensaient que cet effort de conservation avait eu lieu pendant le chaos qui a suivi la destruction du second temple. À mesure que les villes tombaient et que l'espoir diminuait, les parchemins passèrent de main en main. Certains ont été transportés à travers le désert, cachés dans des grottes ou même enterrés à côté des morts. Imaginez à quoi a dû ressembler ce voyage. Des scribes qui risquent tout, des coureurs se faufilant à travers les lignes ennemies. Des gardiens scellant des paquets d'écriture sous la pierre. Aujourd'hui, l'IA et l'archéologie rattrapent enfin le courage et la précision qui se cachent derrière ces actes. En retraçant les bizarreries de l'écriture manuscrite, la composition de l'encre et les techniques du parchemin, les machines ont confirmé ce que l'œil humain ne pouvait pas à lui seul. Ce n'était pas aléatoire, c'était une préservation avec un but. Un réseau oublié avait maintenu les manuscrits en vie. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, le code de ce réseau est déchiffré pièce par pièce, les lignes perdues des parchemins. Alors que les chercheurs poussaient plus loin l'imagerie par l'IA et la modélisation linguistique avancée, les fragments anciens ont commencé à montrer quelque chose d'inattendu. Il ne traduisait pas seulement de vieux textes, il levait le rideau sur des décisions prises il y a des milliers d'années. Les pièces endommagées, pleines de fissures et de bords usés, ne sont pas toutes aléatoires. Certains schémas se répétaient sans cesse. Était-ce juste une érosion ou est-ce que quelqu'un à un moment donné a fait des choix sur ce qui devrait survivre? Une chose est devenue difficile à ignorer. Certains livres bibliques bien connus n'étaient tout simplement pas présentés. Le livre d'Esther était introuvable. Comment un livre aussi important dans la tradition juive a-t-il pu être complètement absent? Il en allait de même pour les livres des chroniques qui étaient essentiels pour retracer les lignées sacerdotales et l'histoire royale. Ces textes ont-ils été oubliés ou volontairement laissés pour compte? Cela ne s'est pas arrêté là. Au fur et à mesure que de plus en plus de fragments grecs étaient numérisés et analysés, de plus en plus de bizarreries sont apparues. Certains versets ne faisaient clairement pas partie de la Septante traditionnelle. Ils évoquaient des événements étranges et des personnages inconnus. Quelques passages semblaient changer complètement le ton passant du commandement divin au consensus de groupe. D'autres textes s'intéressaient davantage aux rituels communautaires qu'au culte centralisé. Cela seul laisse entrevoir de profondes divisions. Puis vint le rebondissement le plus inattendu. Les versets qui faisaient autrefois référence à des promesses messianiques ont été atténués ou complètement reformulés. À leur place, il y avait de sévères avertissements concernant la décadence morale et le partage des responsabilités en période de trouble. Ces personnes réagissaient-elles au chaos en temps réel? Se préparaient-ils mutuellement à affronter un monde déjà en train de s'effondrer? L'IA a aidé à relier les pièces. Ce n'était pas seulement une erreur de scribe. Les changements étaient précis, structurés et délibérés. Les styles d'écriture se sont affrontés, les mélanges d'encre variaient, le rythme de la langue a changé comme si différentes voix s'exprimaient au fil du temps. Ce qui a commencé à émerger était un patchwork de croyances. Un parchemin ici inversé là, le tout façonné par des groupes concurrents. Certains groupes se tournaient vers un sauveur, d'autres se sont concentrés sur la survie, certains voulaient que le passé soit restauré, d'autres semblaient prêts à le réécrire. Au lieu d'un seul mouvement travaillant en secret, il ressemblait davantage à un réseau de personnes réparties à travers le désert. Tous portent des fragments de leur propre version de la vérité. Certains cherchaient à préserver la tradition, d'autres l'ont redéfinie de manière impulsive. Les manuscrits concernaient moins l'instruction religieuse que l'adaptation urgente. Les gens essayaient de conserver ce qui comptait alors que tout autour d'eux s'effondrait. Et à travers cette lentille, les rouleaux ont cessé d'être des documents historiques discrets. Ils commencent à ressembler à des témoignages de personnes prises au milieu d'un conflit. Réécrire leur monde mot à mot. Les rouleaux qui remettaient en question les écritures. Plus les chercheurs approfondissaient leurs recherches, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'une seule archive religieuse propre. Cela ressemblait davantage à une collection de voix chacune façonnée par le moment dans lequel ils vivaient. Le type de parchemin trouvé et même ceux qui n'en étaient pas commençaient à pointer
orientés dans une direction. Les textes sacrés auxquels nous pensons aujourd'hui ne sont pas tombés du ciel complètement formés. Ils ont été débattus, copiés, modifiés et transmis de génération en génération. Une grande partie des rouleaux se concentre sur les textes bibliques, mais il y a un piège. À l'époque, il n'existait pas une seule Bible. Ce concept n'existait même pas. Alors que copiait-il et qui décidait de ce qui était considéré comme sacré? Ce que les érudits ont découvert suggère que la Bible n'a jamais été un bloc intouchable d'instructions divines. Elle a été façonnée tout autant par la politique, la peur et le monde qui entouraient ceux qui l'ont préservée. Et les modifications n'étaient pas mineures. Ils n'ont pas simplement rangé les choses. Certains parchemins ont complètement modifié le sens des commandements. D'autres ont réorganisé les événements historique. Certains passages semblaient provenir d'un consensus humain plutôt que d'une autorité divine. Et lorsque l'intelligence artificielle est intervenue pour analyser des milliers de fragments de manuscrits, les alignant avec d'autres versions anciennes comme la Septante, le texte massorétique et le Pentateuque samaritain, elle a découvert encore plus de fissures sous la surface. Des pans entiers des Écritures que beaucoup s'attendraient à trouver manquaient. Des livres comme Esther et les Chroniques, qui pèsent lourd dans la tradition moderne, étaient introuvables. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il tant de mal pour protéger les écrits sacrés et laisserait-il ensuite cela de côté? Les fragments de langue grecque ont ajouté encore plus de questions. À première vue, on pensait qu'il s'agissait de traductions familières, mais un examen plus attentif révèle des passages que personne n'avait jamais vus auparavant. Certains ont introduit des personnages inconnus et des événements mystérieux. D'autres ont adouci ou modifié les commandements, se concentrant davantage sur les rituels communautaires que sur l'autorité du temple. Le ton a changé aussi. Les espoirs messianiques n'étaient pas mis en valeur. Au lieu de cela, certains textes s'orientaient vers une éthique collective ou des avertissements apocalyptiques. Cela pourrait-il suggérer que certains groupes étaient en train de réécrire la religion comme bon leur semblait, ou était-ce le reflet du chaos et de la peur qui ont suivi la chute de Jérusalem? Certains textes élevaient des rituels qui différaient du courant dominant, d'autres ont décrit la création d'une manière qui leur semblait totalement inconnue. Une version parlait d'un univers né non pas de la paix divine, mais d'un conflit entre puissances cosmiques. Ce n'est pas quelque chose que l'on s'attendrait à trouver dans le contexte des systèmes religieux d'aujourd'hui, mais c'était là. Les manuscrits de la Mer Morte décomposés ainsi révèlent quelque chose de bien plus compliqué que les archives religieuses d'un groupe. Ils sont le résultat de siècles d'éditions, de conflits et de compromis. Les idées s'affrontent, le pouvoir change, les textes étaient effacés, ajoutés ou remodelés selon celui qui tenait la plume. Ce n'est pas que le sacré manquait, c'est que le sacré a toujours été en mouvement. Secret des textes sacrés. Jusqu'à présent, de nombreux érudits pensaient que les manuscrits de la Mer Morte confirmeraient ce qui était déjà écrit dans la Bible moderne. Mais à mesure que les recherches approfondissaient, les résultats racontaient une histoire plus complexe. Celui façonné par les décisions, les désaccords et les modifications apportées au fil des siècles. Au lieu de révéler un message fixe transmis intact, les parchemins indiquaient un processus long et compliqué. Il s'est avéré que le texte sacré n'était pas né parfait. Il a été façonné parfois lentement, parfois sous pression, mais toujours par des mains humaines. Le changement de compréhension a été dur. Il ne s'agissait pas seulement de fragments anciens. Ils étaient la preuve que la version de la Bible que la plupart des gens lisent aujourd'hui est le résultat de lourdes révisions, exclusions et réorientation. Certains parchemins comportaient des commandements manquants, d'autres ont déplacé les événements majeurs. Dans certains cas, des chiffres ou des lois entières étaient absents. Comment expliquez-vous cela? Et puis vint la plus grande question, si les Écritures ont été modifiées au fil du temps, qui a décidé ce qu'il fallait conserver, et quoi laisser de côté, qui avait l'autorité pour tracer la frontière entre la vérité divine et l'addition artificielle? Il ne s'agissait pas seulement de vieux textes. Cela a frappé au cœur des systèmes de croyances selon lesquels vivent des millions de personnes. De nombreuses traditions religieuses enseignent que leurs écritures ont été parfaitement transmises. Et si la perfection n'était jamais l'objectif, et si la survie, la politique et le pouvoir avaient plus d'influence sur ce qui restait dans le canon que quiconque ne voulait l'admettre, pour les érudits comme pour les croyants, cette découverte a forcé une pause. Les manuscrits n'ont pas détruit la foi, mais ils ont exigé un examen plus approfondi de la manière dont la foi se forme. Au lieu d'affaiblir le pouvoir de ces textes, certains disent que cela les a rendus plus réels, plus humains, parce que lorsque vous retirez les couches, ce qui reste n'est pas seulement un livre, c'est un récit
récit de lutte, de changement de personnes essayant de s'accrocher à quelque chose de sacré tout en vivant à une époque incertaine. En regardant les fragments, les traductions et les lacunes, une chose devient claire. Les manuscrits de la Mère Morte font bien plus qu'ajouter à l'histoire. Ils nous mettent au défi de repenser le fondement même de la croyance. Ils révèlent que ce que nous appelons sacré a été façonné non seulement par les prophètes et les scribes, mais aussi par les conflits, la survie et l'évolution des cultures. Ce n'est pas une perte de sens, c'est la découverte d'une foi plus profonde, un rappel que la foi, comme le langage, n'est jamais figé dans le temps. Il grandit, se brise et se reconstruit. Et dans cette formation constante, il devient quelque chose non pas de plus faible, mais de plus vivant. Si vous avez apprécié ce voyage jusqu'à présent, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.